Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à me dire avoir apprécié le format de notre dernière vidéo sur la chaîne Pigeon Vert avec Horos et Jeannot Marseillais. Mais aujourd'hui, nous revenons à une vidéo plus classique où je vais évoquer le club de Sochaux historiquement, voir aussi comment se présente ce match. Et puis, bien sûr, nous évoquerons un petit peu le mercato, car il y a du nouveau, je dirais. Je le ferai en compagnie de mes amis Roros et Jeannot de Marseille, qui se trouvent être à côté de moi aujourd'hui et qui interviendront de temps à autre. C'est aussi cela, la liberté de ton de la chaîne du Pigeon Vert, bien entendu. À tout de suite. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Nous on joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin, plus loin. Voilà, nous nous retrouvons après ce générique. Et donc, après-demain, Saint-Étienne rencontre Sochaux. Alors, le FC Sochaux Montbéliard, c'est un club vraiment historique du football français. C'est le berceau du football. Ça, vous le savez déjà, je l'ai déjà dit. Et je crois que ce serait bien que je vous parle un petit peu de Sochaux. C'est un club cousin, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Et ce club cousin, c'est-à-dire c'est un club qui a beaucoup de points communs avec nous. Nous avons partagé beaucoup de joueurs qui sont passés de Saint-Étienne à Sochaux, ou inversement. On se souvient d'Antoine Le Tallec. Donc c'est un club qui a été créé à la base par des carrossiers de l'usine de Peugeot, donc à Sochaux, car de base, Peugeot d'ailleurs n'est pas une entreprise automobile. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une très vieille société française. Et il faut savoir que au début, ils fabriquaient des grands billes. C'est les vélos avec des grandes roues avant, vous savez. Et c'est-à-dire que ils ont surtout été sur le vélo et puis ils sont passés à l'automobile. Et ils ont eu une grande équipe de cyclistes d'ailleurs, car il faut savoir qu'ils ont eu une équipe cycliste de 1901 à 1989. Je ne vais pas énumérer toutes les équipes cyclistes qu'il y a eu, mais il y a peu de gens qui savent que Eddy Merckx a commencé sa carrière chez Peugeot après un court intermède dans une autre équipe. Et il était d'ailleurs pas le leader de Peugeot. Et il y avait des coureurs en vue comme Raymond Delille à cette époque. Puis par la suite, bien sûr, Raymond Poulidor a couru, il me semble, pour Peugeot, mais j'en suis pas si sûr. En tout cas, il y a eu Bernard Thévenet qui a remporté le Tour de France avec Peugeot. Et je suis en train de vérifier pour Raymond Poulidor s'il a couru chez Peugeot. Oui, Roros, qu'est-ce que tu voulais dire? Sois sérieux, de nos moques là, on s'en fout, c'est une chaîne sur le football, pourquoi tu parles là, de Peugeot, des cycles, hein? Mais c'est-à-dire que c'est en rapport quand même avec Peugeot, avec Sochaux, c'est Peugeot. Donc il faut parler également de l'équipe cycliste. Mais effectivement, nous allons revenir à l'équipe de football de Sochaux. Tu as raison, Roros. Cette parenthèse ne doit pas être trop longue. Et donc, en 1928, c'est deux carrossiers qui ont créé un club. Et ensuite, le patron, qui s'appelait Jean-Pierre Peugeot, a pris sous sa coupe cette équipe de football qui a eu beaucoup de brio durant la première partie de son existence, car il faut savoir que c'était une équipe qui recrutait les meilleurs joueurs.
car Peugeot avait les moyens et c'était l'équipe un petit peu l'équivalent du QSG aujourd'hui. Ils achetaient tous les meilleurs joueurs. Et la première décennie, puisqu'ils ont participé au premier championnat de France professionnel en 1932, ils faisaient partie des équipes qui ont participé donc au premier championnat de France. Et il faut savoir qu'ils ont remporté un titre dès 1935 et une Coupe de France en 1937 et un nouveau titre en 1938. Ce fut la première équipe d'ailleurs à avoir 2 titres. Ce fut l'équipe la plus titrée bien avant Saint-Étienne. Et donc c'était un ténor du championnat de France. Et ils restent du reste toujours à haut niveau puisqu'ils ont 66 participations en Division 1 ou Ligue 1, ce qui les met juste derrière l'OM. C'est le deuxième club qui a participé le plus à la Ligue 1. Et donc, cette équipe de Sochaux, par la suite, après-guerre, est un petit peu rentrée dans le rang et la gestion n'était plus la même. C'est-à-dire, c'était une gestion de bon père de famille. Et ils ont joué pendant longtemps dans le stade de la Forge pendant les premières années. Et après-guerre, c'est là qu'ils l'ont rebaptisé le stade Bonal, Auguste Bonal. C'était pour rendre hommage au directeur de l'usine qui avait été déporté et fusillé en 1945 par la Gestapo. Voilà, donc à la rentrée, donc après-guerre, ils ont fini dernier et ont effectué une première descente à l'échelon intérieur, mais ils sont remontés assez vite en recrutant habilement un certain Pepi Impal, les plus anciens s'en souviendront, puisqu'il mit 45 buts en Ligue 2, enfin c'était la Division 2 à l'époque. 45 buts, c'est un total qui fait rêver. Mais à l'époque, les buts, disons, ont marqué plus facilement de buts. On voit que le record de Juste Fontaine en Coupe du Monde tient toujours, avec ses 13 buts marqués au cours d'une phase finale. Mais il pourrait tomber parce que les matchs des prochaines Coupes du Monde, il y en aura plus d'équipes, il va y avoir 48 équipes. Il est possible que le record de Juste Fontaine ne tienne pas lors de la prochaine Coupe du Monde, mais c'est une autre histoire, bien entendu. Ce fut le premier club français à créer en fait un centre de formation qu'ils ont appelé École des clubs et qu'ils ont baptisé Phalange des Lionceaux. Et c'est pour ça que je dis que c'est le berceau du football français, car c'était en 1949 qu'ils ont créé ça, bien avant tous les autres clubs, bien avant nous d'ailleurs. Donc, vous voyez, Sochaux, c'est quand même un club qui, pour moi, impose un certain respect. Les couleurs bleues et jaunes, c'est quelque chose. Et je prouve qu'avec Saint-Étienne, Lens, je vois pas trop d'autres clubs, Bastia peut-être un peu aussi, ce sont des clubs qui honorent la France, voyez-vous. Contrairement à certains que je ne vais pas citer, mais vous savez de qui je veux parler, enfin, en présence de Jeannot, je ne vais pas en parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, ensuite, dans les années 50-60, le club trustait les places d'honneur et il y eut un événement particulier. Ce fut la finale de la Coupe, je ne sais plus de quelle année précisément, mais c'était dans les années 50. Ils sont arrivés en finale contre Le Havre, qui jouait en Division 2. Et ils ont fait match nul 2-2. Et à l'époque, on ne faisait pas prolongation et penalty, bien entendu. Et donc, le match a été à rejouer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont marqué un but à la dernière seconde du match et l'arbitre a refusé le but. Donc ils ont refusé de leur donner la victoire sur cette coupe, qui leur revenait finalement, puisque l'arbitre n'avait pas sifflé la fin et il a quand même refusé le but. Et quand ils ont rejoué la finale, quelques jours plus tard, eh bien le Havre a gagné sèchement, voyez-vous. Donc là, peut-être un titre qui leur a été volé, une Coupe de France qui est partie en Normandie alors qu'elle aurait dû revenir dans le Doubs, je dirais. Alors entre 60 et 64, ensuite, des saisons où ils ont fait l'ascenseur avant de revenir beaucoup plus fort en Division 1 et devenir une place forte de l'élite avec de nombreuses places d'honneur. Jusqu'en 1990, Sochaux était une place forte de l'élite française du football. Et ils ont eu des générations de très très bons joueurs.
Et, et bien sûr, on se souvient surtout, nous, Stéphanois, de Patrick Révelli qui avait fait les épopées vertes et qui, à Sochaux, a donné un petit peu de l'esprit vert à cette équipe sochalienne en amenant l'équipe en demi-finale. On se souvient tous, enfin, tous les anciens de cette demi... Non, c'était un quart de finale, je ne sais plus. Enfin, c'était contre l'Eintracht Francfort, qui était une bonne équipe, avec Patrick Révelli et les doigts gelés, vous voyez, parce qu'il faisait vraiment très froid à cet hiver 80. Vous devez vous en souvenir, c'était peu de temps avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, n'est-ce pas? Et donc, après, par la suite, en 87-88, ils étaient redescendus un peu en Ligue 2, Division 2 à l'époque, mais très rapidement. Et ils étaient tout de suite remontés. Et là, les Stéphanois qui m'écoutent vont être heureux car ils avaient battu Lyon, qui était favori du groupe, à Lyon, 7 buts à 1. Là, on s'en souvient et on peut voir que l'Olympique lyonnais est un petit club finalement. Car favori, ils se font battre 7 buts à 1. C'est quand même honteux. Vous serez d'accord, je pense. Voilà, donc il y a eu des sacrées générations de très très bons joueurs qu'a donné Sochaux. On se souvient donc dans les années 80, Gengini, Joël Batz, qui a hélas été à Lyon par la suite, Stopira, bien sûr, Yannick Stopira, Anziani, et tous ces joueurs étaient formés à Sochaux. Sur un effectif en 81, par exemple, de l'équipe européenne, sur 15 joueurs, il y en avait 11 formés à Sochaux, voyez-vous. Et donc, c'est quand même pas rien, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis par la suite, quand ils sont descendus en Division 2, ils ont, vers la fin des années 90, eu une génération de toute beauté, avec Luboya, Pierre-Alain Fro, Monsoro, et puis Pedretti. On disait que c'était le nouveau Platini. Oui, Jeannot, tu veux intervenir sur Pedretti? Que veux-tu dire? Eh bien, ma foi, un peu cher. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Pedretti, on l'avait acheté à Sochaux et on croyait faire une bonne affaire. On nous vendait le gars comme un nouveau Platini ou un futur Zidane. Mais en fait, nous avons été bien déçus avec lui et nous l'avons fourgué à Lyon, à ton voisin. Et nous avons fait une bonne opération financière qui nous a permis d'acheter Mamadou Yang. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Mais Pedretti, c'était quand même un assez bon joueur, non, Jeannot? Hop, cher, je ne peux pas trop dire, moi je n'ai pas du tout apprécié sa venue à Marseille. Il a joué 1 an, sa femme est tombée enceinte, il nous a escagassé. D'accord, ces propos, j'espère que Pedretti n'entendra pas, Monsieur Pedretti, cette vidéo. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, Peugeot a décidé, car l'équipe était en Division 2 depuis 9 saisons, a décidé de se retirer et qu'il y a eu une grave crise à Sochaux puisqu'ils ont été administrativement relégués en National 3 au cours de la saison 2018. C'était pour des comptes financiers et aussi un match truqué avec Grenoble. Donc le club ça a un petit peu dégénéré, je dirais. Mais comme tout grand club, il a été sauvé finalement. Ils ont eu un nouvel investisseur qui a succédé à l'investisseur chinois qui avait succédé à Peugeot et ils se sont bien redressés, je dirais. Voilà pour la partie historique. Alors actuellement, Sochaux est 3e ou 4e du championnat de Division 2. Ils restent sur une mauvaise série, mais ils viennent de se renforcer. Alors le match, disons, de samedi sera intéressant, car si Saint-Étienne s'impose, il recolle vraiment au non relégable. Et puis après, on rencontre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on va à Bastia, qu'on avait battu 5-0. On joue des mal classés comme, je crois, Nîmes et Annecy. Donc nous avons une chance de recoller. Puis il faut savoir que nous ne sommes pas si loin finalement de la 2e place. Nous sommes à 18 points. Donc une bonne série pourrait très bien nous remettre dans le coup finalement, car notre équipe me semble très compétitive. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez mes amis, mais il peut très bien arriver aussi à une série aussi positive que la négative que nous avons vécue contre le cours du jeu, car Saint-Étienne ne méritait pas toutes ces défaites, il faut l'admettre.
Alors, pour le prochain match face à Sochaux, moi, je partirai sur une courte victoire stéphanoise et je vois bien l'Arseneur garder ses cages inviolées. Allez, je dirais 1 ou 2-0. Roros, qu'est-ce que tu vois dans ce match face au berceau du football français? Que vois-tu, toi? Oh ben, j'ai dit je t'ai déjà donné mon pronostic. Je t'ai dit, il y aura des clubs cousins, des cousins, ils se bagarrent pas entre eux. Ouais, c'est des historiques, ils vont faire 0-0 ou un partout. C'est couru d'avance le match nul. Ils vont pas se couler les uns les autres entre cousins. Ok, et toi, Jeannot, qu'est-ce que tu penses déjà de ces deux clubs? Tu ne m'as pas parlé de Sochaux. Qu'est-ce que tu penses de ce club? C'est un club qui est le berceau du football français. Il vous a beaucoup donné de joueurs, comme Pedretti, on l'a vu tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres, sans doute. Oh, peu cher, moi je te dirais que je pense que Sochaux va gagner à Saint-Étienne. Mais ce sont deux clubs, tu sais, ce sont deux clubs anciens, des clubs un peu has-been. Si vous voulez voir du vrai football, il faut venir au Vélodrome. Là, vous avez une vraie équipe avec Gendouzi, avec des joueurs de grande classe. C'est autre chose quand même d'aller au Vélodrome. Moi, je te le dis, peu cher. Ok, ça n'engage que toi. Alors maintenant, pour conclure, je voudrais venir sur le mercato. Nous allons peut-être recruter Lamine Fumba. C'est un joueur que peut-être toi, Jeannot, tu ne connais pas. Roros, peut-être que tu le connais car je sais que tu suis les jeunes pépites. Il jouait à Auxerre, il a été formé à Auxerre. C'était un très grand espoir d'Auxerre. C'est un milieu relayeur. Alors, ça peut paraître curieux qu'on cherche un milieu relayeur alors que nous avons quand même Bouchoirie, nous avons Mouefek qui peuvent tenir ce rôle. Mais c'est un très bon joueur qui avait été vendu 4 millions d'euros à Nîmes. Et à l'époque, des très grands clubs s'étaient intéressés à lui. Mais l'offre de Nîmes avait été supérieure. Et il est avec les Crocos. Et je reviens des forums de Nîmes Olympique, le forum Croco. Et je peux vous dire qu'il est très, très en vue dans cette équipe et qu'il perdrait lourd Nîmes. Alors on ferait d'une pierre deux coups en recrutant ce joueur. Nîmes aurait encore plus de mal dans ce championnat de Ligue 2 car nous l'affaiblirons. Et ça, c'est aussi un côté stratégique de cet achat. Et puis d'un autre côté, on recrute un excellent joueur qui peut faire beaucoup de bien à l'entrejeu. Même si nous avons de bons joueurs dans l'entrejeu, je crois qu'il amènerait un plus. Alors je me tourne vers Horos, je crois que tu le connais. Qu'est-ce que tu en penses, Horos? Oui, Nardine, je connais bien Larmine Fumba. Il est de chez moi. Ah non, il est malien. Ouais, enfin, il est musulman comme moi. Donc c'est un bon joueur. Il faut vraiment le prendre, celui-là. Faut pas hésiter avec lui et Bouchari. Et puis avec Wadji. On a des bons joueurs musulmans. C'est ce qu'il faut dans le championnat aujourd'hui. Faut avoir beaucoup de joueurs qui marchent, quoi. Hein, tu vois? Ok, et toi, Jeannot, un petit avis sur la mine Fumba? Oh, peu cher, je connais absolument pas ton Lamine Fumba. Moi, tu sais, j'ai surtout vu Matteo Gendouzi, on a un très grand joueur avec lui, un peu cher. Je vais pas m'intéresser à des joueurs de Nîmes qui jouent au fin fond de la Ligue 2. Il est dernier de Ligue 2, ton Lamine Fumba, et tu veux amener un joueur qui est dernier. Ah, vraiment, vraiment, ça ne s'arrange pas, Saint-Étienne, hein, niveau recrutement. Ça vous a pas suffi de prendre Mangala. Comment ça, mon galant? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était notre patron l'année dernière. Il a failli maintenir le club. Ne raconte pas n'importe quoi, Jeannot. Enfin, tout de même, tu es sur la chaîne du Pigeon Vert. C'est une chaîne sérieuse. Voilà, ben écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. Il me reste à saluer l'audience et à vous dire à bientôt, bien entendu.